Le 1er juin, l'Ukraine a lancé une attaque dévastatrice de drones contre la Russie, que cette dernière a depuis surnommée l'opération Toile d'araignée. Des dizaines des bombardiers stratégiques les plus précieux de la Russie ont été détruits à jamais. Le plus incroyable, c'est que l'Ukraine a réussi à mener son attaque depuis le territoire russe. Ce serait déjà dévastateur pour le président russe Vladimir Poutine. Cependant, le pire dans l'opération Toile d'araignée du point de vue de Poutine, c'est que la frappe de drones ukrainiennes vient d'anéantir à jamais le moral de la Russie. Et selon un analyste militaire qui s'est récemment exprimé sur Times Radio, la Russie pourrait ne jamais se remettre de l'opération Toile d'araignée. Avant d'analyser les commentaires de cet analyste, il vaut la peine de commencer par un bref rappel de ce que l'Ukraine a réussi à accomplir en juin. Premièrement, selon le Centre d'études stratégiques et internationales, ou Centre d'études stratégiques et internationales, l'Ukraine a passé environ 18 mois à planifier l'opération Toile d'araignée, entre janvier 2024 et juin 2025. L'Ukraine a réussi à faire passer clandestinement plus de 150 drones, 300 charges explosives et des systèmes de lancement modulaires à travers la frontière et en Russie. Ces drones ont été transportés par des routes logistiques secrètes, dissimulés à l'intérieur de cabines en bois, dont les toits étaient aménagés pour cacher les armes de l'Ukraine. Après avoir réussi à faire entrer ces camions en Russie, l'Ukraine les a envoyés dans plusieurs entrepôts éloignés les uns des autres de centaines de kilomètres. Elle avait 4 cibles. La base aérienne d'Olenia à Mourmansk, la base aérienne de Belaya à Irkoutsk, la base aérienne de Daïgalievo située dans l'oblast de Ryazan, et la base aérienne d'Ivanovo. L'Ukraine a choisi ces bases aériennes pour plusieurs raisons. Dans plusieurs cas, ces bases abritaient des bombardiers stratégiques russes, Tu-160, Tu-95 et Tu-22M3, que Poutine a tous utilisés, pour lancer des centaines de missiles de croisière sur les villes ukrainiennes. Non seulement cela, mais ces bombardiers sont également capables de lancer des ogives nucléaires, permettant à la Russie d'accentuer ses menaces nucléaires constantes contre l'Ukraine. La base d'Yagilev est aussi le lieu où la Russie forme ses pilotes de bombardiers stratégiques et abrite un centre de réparation et de maintenance pour ses avions. La base aérienne d'Ivanovo abritait également un avion A-50 de type Airborne Warning and Control System, système de détection et de commandement aéroporté, qui aide les bombardiers russes à coordonner leurs attaques et à échapper aux défenses aériennes ukrainiennes. L'Ukraine ne pouvait pas frapper ces bases avec des drones longue portée. Selon le Centre d'études stratégiques et internationales, 2 d'entre elles étaient trop éloignées pour cette approche. Belaya se trouve en Sibérie, à une distance énorme de 2485 miles, ce qui rend les frappes longue portée presque impossibles. Olenia est un peu plus proche, à 1180 miles de la frontière ukrainienne, bien qu'elle soit encore suffisamment enfoncée dans l'Arctique pour que Poutine n'ait jamais pensé qu'elle deviendrait une cible. Pas étonnant qu'il ait utilisé ces bases pour abriter certains de ses bombardiers stratégiques pour les plus précieux. C'est cette distance considérable qui a conduit l'Ukraine à adopter une approche unique basée sur des camions. Une fois que ces camions étaient en sécurité, entreposés dans des hangars près de ces 4 bases aériennes, l'Ukraine a attendu son heure. Quand elle était prête, ses opérateurs ont appelé des chauffeurs routiers russes pour transporter les camions. Ces Russes ne savaient pas qu'ils travaillaient avec l'Ukraine. Tout ce qu'on leur a dit, c'était de conduire les camions transportant les drones vers des endroits précis, à proximité des 4 aérodromes ciblés par l'Ukraine. Le 1er juin, l'Ukraine a donné l'ordre. Les toits spéciaux intégrés aux caisses en bois chargées à l'arrière de leurs camions se sont ouverts, et des drones quadricoptères en sont sortis en masse. En quelques secondes, ces drones se dirigeaient vers les 4 bases aériennes, évitant les systèmes de défense aérienne russes, grâce à leur courte portée. Frappe après frappe, les attaques contre les avions russes se sont enchaînées, à la fin de la brillante offensive ukrainienne. L'Ukraine avait détruit environ 40 avions russes, décimant 34% de sa capacité stratégique de lancement de missiles de croisière, tout en coûtant à Poutine environ 7 milliards en équipements de grande valeur. Ce fut une journée dévastatrice pour la Russie et un immense succès pour l'Ukraine. Passons à l'analyse. Le 2 juin, Times Radio a interviewé le général de division Chip Chapman, vétéran de la guerre des Malouines et ex-conseiller militaire britannique, en chef auprès du commandement central américain en Floride. La première question posée à Chapman était simple. Quelle était la signification de l'énorme attaque de drones menée par l'Ukraine ? Chapman souligne que l'attaque était significative du point de vue de l'escalade.
En escalade, nous examinons généralement 7 critères: armes, objectifs, cibles, géographie, domaine, rhétorique ou mobilisation. Il note que l'attaque de l'Ukraine était importante en termes de cibles et de géographie. Nulle part cela n'a été plus évident qu'avec la base aérienne de Belaya. La plus grande qu'ils ont frappée se trouvait en Sibérie, à Belaya, qui est à 4300 km de l'Ukraine. C'est bien au-delà de la zone d'action de tout missile de croisière ukrainien, comme le dit justement Chapman. Le missile de croisière ukrainien ayant la plus longue portée est probablement le Long Neptune, produit localement, qui est lui-même une variante des missiles Neptune que l'Ukraine a utilisé avec tant d'efficacité en mer Noire. Selon Deutsche Welle, on pense que le Long Neptune a une portée effective d'environ 620 miles. Ce n'est pas suffisant pour atteindre au moins 2 des 4 cibles que l'Ukraine a frappées en juin. Le Long Neptune aurait pu frapper les bases aériennes de Diaghilevo et d'Ivanovo, mais ce n'aurait peut-être pas été le meilleur choix. Les missiles constituent une cible assez grande pour les défenses aériennes russes, et n'offrent pas la précision que les drones à vue subjective, ou first-person view qu'a finalement utilisé l'Ukraine, peuvent offrir. C'est assez significatif dans la manière dont ils l'ont fait, en tant qu'attaque asymétrique. Parce qu'une attaque asymétrique utilisant les capacités de leurs drones longue portée ou missiles existants n'aurait pas permis d'obtenir ce résultat. Chapman souligne ici un point simple. Poutine pensait que les bases aériennes ukrainiennes récemment attaquées étaient sûres. L'Ukraine vient de lui prouver le contraire, ce qui est quelque chose qui va probablement obliger la direction russe à repenser complètement sa stratégie aérienne. La Russie ne veut pas le faire, mais l'Ukraine l'y a déjà forcé par le passé, comme l'a expliqué Chapman. Bien sûr, l'A2AD ukrainien, c'est-à-dire les systèmes de défense anti-aérienne, ont repoussé l'aviation russe. En d'autres termes, les bombardiers que l'Ukraine vient de frapper étaient déjà nichés si profondément sur le territoire russe que personne, et surtout pas Poutine, ne croyait que l'Ukraine pouvait les atteindre. Cette approche a permis à la Russie de tirer des missiles de croisière, généralement des K-H-1-0-1-10 Chapman, depuis une distance pouvant aller jusqu'à 2800 km de la cible. C'était une stratégie sûre pour Poutine. Ces bombardiers étaient situés si loin derrière les lignes de front de la guerre en Ukraine que personne ne pouvait les atteindre. C'était une décision prise par nécessité, car les premiers mois de son invasion ont vu l'Ukraine détruire des centaines d'avions et de bombardiers russes. Au 3 juin, les pertes d'aéronefs russes en Ukraine ont atteint 384, selon les médias United, 24. Elles sont aussi faibles uniquement parce que Poutine a retiré son aviation. Et ce faisant, il a ouvert la porte à des attaques de missiles déchaînés contre l'Ukraine. Le Centre d'études stratégiques et internationales souligne à quel point cela a été un problème énorme pour l'Ukraine. Il indique qu'entre le 28 septembre 2022 et le 1er septembre 2024, la Russie a lancé 11 466 missiles sur l'Ukraine, atteignant une moyenne de 23,2 missiles par jour. C'est là que réside le problème important dont Chapman parle. Poutine n'a pu atteindre ce volume massif de lancement que parce qu'il a positionné ses bombardiers là où il pensait que l'Ukraine ne pourrait pas les atteindre. Maintenant, avec un tiers de ses bombardiers détruits, l'Ukraine a peut-être soulagé la pression exercée par la Russie à travers les missiles, qui se chiffraient à plusieurs milliers de missiles par an. C'est énorme, avec des répercussions sur la bataille se déroulant à l'intérieur de l'Ukraine. Moins de frappes de missiles signifie que Poutine doit compter davantage sur ses soldats au sol pour prendre le territoire ukrainien. Il gère déjà mal ce sujet. En avril 2025, la Nouvelle Voix de l'Ukraine a déclaré que la Russie n'avait réussi à capturer qu'environ 67,5 miles carrés de l'Ukraine. C'est un progrès à la vitesse d'un escargot, et ça ne va pas aller plus vite. Maintenant que les forces terrestres de Poutine ne peuvent plus compter sur des hordes de missiles pour infliger la majeure partie des dégâts aux défenses ukrainiennes. Chapman évoque également la ruse que l'Ukraine a réalisée lors de son attaque de drones. Comme mentionné précédemment, une grande partie du plan de l'Ukraine reposait sur l'utilisation de chauffeurs routiers russes, sans méfiance pour amener ces drones en position. C'est un autre gros problème pour Poutine. Chapman souligne que l'Ukraine a utilisé 117 drones distincts lors de l'attaque, et il suppose que chacun de ces drones a peut-être eu besoin de son propre opérateur. Mais c'est la ruse qui a été l'aspect le plus impressionnant de la frappe, dit-il au Times.
La radio a également réussi à utiliser la ruse pour amener des gens à conduire ces camions jusqu'à l'endroit. Donc il y a en quelque sorte une sorte de chaîne d'approvisionnement. Il y a une chaîne d'approvisionnement de ruse, depuis la frontière ukrainienne, jusqu'à la façon dont ils ont fait cela. On peut donc dire que c'était une opération extrêmement bien planifiée et exécutée. Même si cela n'a pas le succès total auquel ils auraient pu faire allusion au départ, c'est un niveau de réussite qui obligera aussi Poutine à se poser des questions. Des questions comme: des Russes ont-ils participé à l'attaque de drones en Ukraine? Et comment mes agents ont-ils échoué à empêcher une frappe ukrainienne qui a nécessité 18 mois de préparation? Rappelez-vous que la paranoïa n'est pas un sentiment nouveau pour Poutine. C'est un homme qui a déjà procédé à plusieurs purges parmi ses généraux depuis le début de son invasion de l'Ukraine, y compris une où il a limogé 6 généraux en août 2022 et une autre qui l'a conduit à limoger son ancien ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, en mai 2024. Poutine est également probablement responsable de la mort de plusieurs Russes éminents qu'il considérait comme des obstacles à son invasion, y compris l'ancien chef du groupe de mercenaires Wagner, Evgueni Prigogine. Il est important de noter que Poutine est un homme qui ne tolère pas l'échec. Des interrogations surgiront sur la réussite de l'opération Toile d'araignée par l'Ukraine. Et il sera presque impossible pour quiconque de fournir une réponse satisfaisante à Poutine. Compte tenu des exploits passés des dirigeants russes, il y a de fortes chances que des têtes tombent dans les prochains jours et mois. Et à chaque perte d'un responsable ou d'un général en qui Poutine avait confiance, la machine militaire russe s'affaiblit. Cependant, Poutine peut se consoler avec une pensée. Selon Chapman, il est improbable que l'Ukraine puisse réitérer une opération telle que Toile d'araignée. Avez-vous rencontré des problèmes en faisant preuve d'une telle ingéniosité? Chapman compare ce que l'Ukraine a réussi à une évasion massive dans une prison. Cela pourrait réussir une fois, mais ensuite, les gardiens de prison seront à l'affût de ceux qui essaieront d'imiter la méthode utilisée auparavant. Mais même cela nous donne un autre indice sur comment l'Ukraine a brisé le moral russe avec l'opération Toile d'araignée. La fière opération de renseignement russe d'autrefois s'est fait complètement berner par le monde entier. Une nation qui se targue de la ruse vient de devenir la victime de l'une des attaques les plus astucieuses de la guerre moderne. Et elle n'a rien vu venir. À cela s'ajoute la perte de missiles de croisière et le chaos que cela engendrera au sein du haut commandement russe. Et le fait que l'Ukraine ait frappé des cibles que Poutine pensait être en sécurité. Et le résultat est une combinaison de facteurs qui ont sapé la confiance et le moral russe. Et tout cela avant même d'aborder l'autre problème majeur que l'opération Toile d'araignée a créé pour la Russie. L'Ukraine vient tout juste de détruire une grande partie de l'un des bras de la triade nucléaire russe. Le centre de contrôle des armements explique que cette triade offre à la Russie la capacité de lancer ses 5977 ogives nucléaires, dont il précise que 1588 sont activement déployés depuis la terre, la mer ou les airs. La plupart de cette triade est terrestre. La Russie possède 306 missiles balistiques intercontinentaux stratégiques chargés avec 1185 ogives nucléaires réparties entre eux. Au-delà de cela, la Russie dispose de 11 sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, capables de transporter 16 missiles, pouvant collectivement délivrer 624 ogives nucléaires. Ensuite, il y a la composante aérienne, celle que l'Ukraine a visée, et qu'elle a en grande partie décimée. Cette composante se compose de 68 bombardiers lourds, répartis entre les deux Tu-160 que l'Ukraine a détruits lors de l'opération Toile d'araignée, et les Tu-95 MS. En tout, ces appareils représentent 700 ogives nucléaires, et l'Ukraine pense avoir éliminé environ un tiers de la flotte. Cependant, les capacités nucléaires aériennes russes n'ont pas été anéanties, mais sérieusement réduites, au point que l'Ukraine a probablement moins de raisons de s'inquiéter. En ce qui concerne les menaces nucléaires répétées de Poutine, Chapman déclare à Times Radio que l'Ukraine a accompli encore plus que ce que beaucoup pourraient imaginer. Si vous avez détruit 43% de l'inventaire, il n'est absolument pas vrai que vous aurez 100% de l'inventaire, qui est disponible pour les opérations à un moment donné. Le point souligné par Chapman est que même si l'Ukraine a détruit un tiers de la flotte de bombardiers russes, ce tiers représente en réalité bien plus, au-delà des querelles sur les pourcentages. Étant donné que tous les bombardiers russes ne sont pas tous activement déployés ou même capables d'être déployés. Chapman poursuit en expliquant à Times Radio que la cannibalisation des avions au sein de cette flotte a probablement eu lieu.
La Russie compte sur les pièces détachées provenant de ses autres bombardiers pour réparer ceux qu'elle a actuellement en service. Il note également qu'il existe des problèmes liés au taux de vol de ces bombardiers. Les taux de vol de ces appareils ont probablement été limités ces dernières années par le régime de sanctions. Et la possibilité d'obtenir des pièces de rechange et tout ça. C'est un point important. Et c'est une autre raison pour laquelle la Russie aura du mal à se remettre de l'opération Toile d'araignée. L'Ukraine a choisi ses cibles avec beaucoup de soin. En surface, cela a éliminé environ 40 bombardiers responsables du lancement de missiles de croisière, tout en brandissant la menace d'une guerre nucléaire. C'est déjà une victoire importante en soi. Mais l'Ukraine sait aussi à quel point les sanctions pèsent actuellement sur la Russie. Castellum Intelligence Artificielle indique que la Russie subit 24 311 sanctions de la part des États-Unis, de l'Union européenne et de nombreux autres alliés de l'Ukraine. Sur ce total, 21 692 sanctions ont été mises en place depuis que Poutine a lancé son invasion. Les sanctions compliquent le commerce pour la Russie, l'empêchant de recevoir les pièces nécessaires pour maintenir sa flotte de bombardiers opérationnels. Cela a conduit au cannibalisme des avions existants, comme l'explique Chapman, ce qui avait déjà réduit la puissance de la flotte de bombardiers russes avant l'opération Toile d'araignée. Désormais, la Russie doit faire face à des dizaines de ces avions touchés, dont beaucoup auraient déjà été difficiles à réparer. Mais il se peut qu'ils ne revoient jamais le ciel. Et ce n'est pas tout. Chapman souligne que ce ne sont pas seulement les réparations qui vont poser un énorme problème à la Russie. Il est probable qu'elle ne puisse pas construire de nouveaux bombardiers pour les remplacer, ce qui représente une perte pour de nombreuses années. Aucun de ces avions n'est encore en production. Il a raison. Pratiquement tous les avions que l'Ukraine vient de détruire sont des reliques de l'époque soviétique que la Russie ne construit plus. Par exemple, le Tu-160 a effectué son premier vol en décembre 1981. Il a subi plusieurs phases de modernisation depuis, y compris une qui a commencé en 2021 et qui serait toujours en cours. Mais de nouveau, Tu-160 ne sont pas en cours de construction. Et, étant donné les problèmes de cannibalisation, et la perte de temps de ces appareils à cause de l'opération Toile d'araignée, il est probablement raisonnable de supposer que le programme de modernisation est complètement à l'arrêt. À propos des bombardiers que l'Ukraine vient de détruire, Chapman explique à Times Radio au sujet de ces appareils. Donc, les remplacer quand vous n'avez pas de chaîne de production serait incroyablement coûteux. Poutine n'a pas les fonds nécessaires pour construire de nouveaux bombardiers. Le 12 mai, Business Insider a publié un rapport, affirmant que la Russie est en passe d'épuiser ses réserves financières. D'après Euromeden Press, on estime que d'ici l'automne 2025, la guerre en Ukraine coûte à la Russie près d'1 milliard par jour. Poutine est confronté à de graves problèmes, notamment une guerre d'usure qui a vidé les caisses de la Russie. Il n'y a pas de fonds pour construire de nouveaux bombardiers, et il n'y en aura probablement pas avant longtemps, après la fin de la guerre en Ukraine. Ce n'était pas une petite victoire pour l'Ukraine, c'était un choc énorme qui a peut-être changé à jamais le visage de l'armée russe, du moins sur le plan des bombardiers aériens, observe Chapman pour Times Radio. Je pense que ces avions entrent vraiment dans la catégorie des appareils irremplaçables. Donc, pour régénérer cette capacité, il faudrait un très grand nombre d'années, surtout sous un régime de sanctions. Et le fait que les Russes aient en quelque sorte atteint le zénith, vraiment, de leur capacité productive en termes économiques, je pense que tout ce qui est perdu, oui, perdu, Poutine ne peut pas simplement agiter une baguette magique et lancer la production de nouveaux bombardiers. Il manque d'argent, d'installation et de capacité pour se développer. Malgré les sanctions, les bombardiers russes ont disparu et ne seront probablement jamais reconstruits. Symboliquement, c'est une humiliation massive pour Poutine, qui s'est toujours présenté comme l'homme fort de la politique russe. Il doit maintenant essayer d'expliquer au peuple russe pourquoi lui, en tant que leur protecteur, a laissé l'Ukraine décimer une grande partie de la capacité offensive aérienne de la Russie. Ils tenteront de faire passer l'opération Toile d'araignée pour une attaque terroriste. En fait, il est déjà en train de le faire. À la suite de l'opération, le ministère russe de la Défense a publié un communiqué dénonçant la grande victoire de l'Ukraine comme un acte terroriste. Elle essaie également de minimiser les dégâts. La British Broadcasting Corporation rapportant que la Russie affirme avoir repoussé les drones lancés dans les régions d'Ivanovo, de Ryazan et d'Amour. Tout ce qu'elle dira à propos des dégâts, c'est que plusieurs appareils ont pris feu,
sans même admettre que la raison en est l'utilisation par l'Ukraine de drones first-person view explosifs. C'est un échec de la protection des forces russes. Je suis sûr que quelqu'un, ou plusieurs personnes, risquent de se retrouver pendus par la fenêtre dans les prochains jours, si c'est ainsi que la colère de Poutine se manifeste. Chapman suggère également à Times Radio qu'il pourrait y avoir une nouvelle frappe de missiles russes contre l'Ukraine dans les prochains jours, alors que Poutine essaie de prouver qu'il peut encore frapper l'Ukraine durement. Mais tout cela ne sera que de la gesticulation de la part d'un président russe qui, comme le dit Chapman, vient d'être contraint de sacrifier certains des atouts les plus importants de son arsenal aérien. Si vous avez aimé cette vidéo, regardez notre autre vidéo expliquant en détail l'opération Toile d'araignée menée par l'Ukraine. Cette vidéo détaille la planification méticuleuse, les tactiques et les conséquences de l'attaque ukrainienne. N'oubliez pas non plus de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos sur les derniers succès ukrainiens contre le régime expansionniste de Poutine, ainsi que sur d'autres conflits militaires à travers le monde.